Allez, c'est parti. Tu veux faire un commentaire, Alex? Non, non, je constate que tu as une très belle musculature, Mathieu. Merci. Du coup, c'est parti pour le YouTube X Podcast numéro 3. Bon, on va peut-être changer de nom puisqu'on va le diffuser, on va essayer de le diffuser sur toutes les plateformes pour en faire profiter le plus grand nombre. Et donc, on va brainstormer un peu pour voir si on change le nom. Mais pour l'instant, c'est toujours le YouTube X. Et puis, bon, comme d'hab, on va parler de l'actu trail et puis de nos actus un peu perso. Et en ce moment, l'actu trail, c'est quoi? Ben, c'est forcément les grandes courses. Là, ça s'enchaîne en ce moment. Il y a des très belles courses de tous les sens. Et nos chroniqueurs du jour, ben, vous commencez à les connaître, c'est les mêmes que d'habitude, hein. Nicolas Martin, qu'on ne présente plus, Théo Robin, le kiné de chez Cap Prévention et Alex Viol. Donc les gars, comment vous allez? Vous précipitez pas. Ouais, On va- allez, je commence. Honneur au plus vieux. Bon, moi, ça va pas trop mal. J'ai passé une semaine où j'étais plutôt un peu bénévole là sur le trail des passerelles du Monténard. C'était le premier week-end. Il y en aura un deuxième sur ce second week-end. Voilà, la météo est un peu compliquée. On a dû faire un peu des modifications. Du coup, j'ai fait beaucoup d'heures de débroussailleuse pour que le parcours ne passe pas sur les sentiers. Mais ça tombe bien, c'est les sentiers où je m'entraîne. Et puis sinon, je commence à reprendre des top 3 sur Strava à l'entraînement. Donc ça, c'est quand même bon signe. Ouh là là, attention, la bête va bientôt sortir du bois ou pas? Et si le genou tient, je vais peut-être bientôt sortir du bois. Théo Robin, t'as couru ce week-end, comment ça s'est passé? Bah, c'était très bien, c'est très bien passé. À Pralo, du coup, c'était sur le TGV, le Tour des Glaciers de la Vanoise. Parcours exceptionnel, parcours modifié. À la base, ça devait être 73 3007. On devait passer au col de la Chavière et ça a été décalé, départ à 6 heures. Et on est passé par le col d'Ossois. Du coup, c'était un parcours plus court. On est passé sur 60 bornes et 3000. Et par contre, on est monté plus haut. On est passé à 2910 au col d'Ossois. Là, Bon, le parcours, c'était on bien s'en piquant fout. là-haut. Est-ce que t'as eu la canne? Et ouais, j'étais bien. Franchement, je pense que c'est la course la plus aboutie et surtout, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc ça, c'était un grand kiff quand même. Voilà. Excellent, excellent. Ouais, Et Alex très Viol plaisir. a aussi mis un dossard récemment? Ouais, petit dossard en Corse, L'ex viol n'aime pas les chez mon cailloux. ami Lilian Guglielmo. Écoute, j'aime pas ça d'habitude, mais là, j'ai bien apprécié. C'était juste technique comme il fallait. Franchement, donc j'étais sur la Restonica Trail à Corte et c'était tout simplement incroyable. Des parcours fabuleux. Un beau petit plateau sur le 33 puisqu'il y avait la présence de Rémi Bonnet, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, je vous réserve un petit invité surprise qui va peut-être venir montrer un petit bout de sa tête dans le podcast. Mais ouais, très beau parcours. La perf, pas au rendez-vous, mais ça, c'est sans surprise au vu de la prépa. Mais je recommande à tout le monde de venir découvrir ce superbe événement. Merci Alex. Pour ma part, j'ai aussi remis un dossard, ça fait une semaine maintenant, sur le cross du Mont Blanc. Donc il y avait aucune ambition à part prendre du plaisir et puis faire une bonne séance puisque j'avais fait aucun spécifique à pied. Et c'était pour valider le début de la prépa CCC. Et je vous confirme que la prépa CCC est maintenant bel et bien lancée. Encore un tout petit peu de patience avant d'aller vraiment faire des kilomètres en montagne puisque on garde de la progressivité, c'est pas super facile puisque là j'ai vraiment envie de retourner en montagne vu qu'il n'y a plus aucune douleur et que le plaisir est vraiment présent. Mais voilà, on est sur la bonne voie pour retrouver la forme et je vais mettre aussi un petit dossard dans 2 semaines au championnat du monde d'Auvergne qui ont lieu dans le Cantal. Donc on en reparlera peut-être tout à l'heure aussi. Je crois que Johan. Ah non! J'ai Bon, peut-être un on scoop. a, J'ai peut-être un scoop. on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et donc, voilà, sur le dernier épisode qui était réservé au soutien du KissKissBankBank, on vous avait fait une preview pour vous parler un petit peu de tous les coureurs de haut niveau qui allaient courir sur les courses du week-end dernier. Il y a encore eu des belles courses là, le week-end qui vient de passer. Donc, on va pas vous donner tous les résultats puisqu'on n'est pas là pour faire des listes exhaustives des meilleurs coureurs, mais on était pas mal sur ces événements. Et par contre, on va vous donner un petit peu des anecdotes, des profils ou des performances qui nous semblent un petit peu sortir de l'ordinaire. Faire un petit revue d'actu avec des petites pépites comme on aime ici. Donc, on va faire un petit peu dans l'ordre chronologique. Je propose à Nicolas qui avait deux athlètes au Lavaredo de nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il pense de cet événement, même s'il n'était pas sur place. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Avant de commencer, je veux savoir quand est-ce qu'on va voir mes talents de caméraman quand je t'ai filmé sur le cross. Tu vas nous Alors, faire une petite vidéo ouais, au ou début, c'est j'avais trop pas. pourri? Non, 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 j'avais pas prévu de faire une vidéo, mais
comme Nicolas Martin nous a fait des images exceptionnelles et surtout les caméramans de Brooks m'ont filé les rushs. Donc on a un petit peu contenu. Donc je vais vous raconter sur ma chaîne YouTube en effet mon cross du Mont Blanc avec surtout comment ça s'intègre dans ma prépa CCC. Donc ne ratez pas ça. Maintenant, place au Lavaredo. Donc le Lavaredo, va en commencer par le grand, le spécialiste de la course, Hannes Lamberger, qui s'est imposé pour la troisième fois dans un duel épique avec Tom Evans, qu'il a devancé, notamment dans la dernière descente. Avec une petite anecdote, la dernière descente, Hannes est descendu aussi vite que Antonio Martinez sur le 50 km, donc vraiment très très gros finish de Hannes, c'est stratosphérique. Voilà, bah moi petit, j'étais assez content puisque j'ai la chance depuis le début de l'année d'entraîner Yannick Noël qui a fait un magnifique podium avec un excellent chrono en 12h12. Franchement, c'était souvent quand tu es entraîneur, quand l'athlète arrive à te surprendre, c'est quand même bon signe. Et là, franchement, je l'attendais pas capable de faire une course à ce niveau-là. Alors un top 5, c'était, je pensais, envisageable sur une top course. Là, il a vraiment fait une course stratosphérique et donc du coup, bah il est bien en confiance et on le retrouvera sur l'UTMB du côté de Chamonix fin août. Et puis il va faire une bonne partie, je pense, de sa prépa avec Mathieu Blanchard, puisqu'ils habitent tous les deux aux Deux Alpes. Donc ça va être chouette à vivre. Et puis un peu plus perso aussi, j'avais trois athlètes sur le parcours. Il y en a un pour qui ça a été un petit peu compliqué, Anthony Costa, qui avait terminé sur le podium du Mute, qui a eu des ennuis gastriques et qui a dû abandonner. Et puis le retour d'Hippolyte Pesky que Théo accompagne, enfin que Cap Prévention accompagne aussi et qui a fait une belle course pour un retour aux affaires avec un top 16 juste derrière le Duc. Hugo Ferrari. Donc voilà, une belle course. Et puis le retour de Rosanna Buschauer, qu'on n'avait pas trop vu courir cette année, qui s'est imposé très très largement avec 1h10 d'avance. Et globalement, une course quand même qui va vite des échos que j'ai eus de Thibaut Garivier notamment. Donc une belle course qui est un des ultras, je pense, à faire dans sa carrière de coureur. Magnifique. Je crois qu'on enchaîne encore avec Nico, puisque là, on va aux États-Unis, et puis notre spécialiste de l'Amérique avec son Hummer et son jacuzzi va nous parler qu'est-ce qu'il pense de la course. Et bah du coup ça a été bah, c'est un peu dommage qu'on ait ces deux grosses courses, la Varedo et la Western le même week-end. Bah, la Western, bon, on la présente plus, je pense que tous les gens qui nous écoutent connaissent la course, mais c'est une course qui a un profil plutôt très roulant. On est sur environ 14 heures de course pour les meilleurs coureurs pour un 100 miles, donc ça va très très vite. La seconde particularité, c'est qu'en principe, il fait chaud à très chaud sur cette course. Cette année, c'était moyennement chaud avec 33-34 degrés. Donc, bon, ça reste chaud, mais vous avez ceux qui ont vu des images et ils ont tous de la glace dessus. Moi, je vais revenir sur le niveau absolument dingue de cette édition 2024. On a alors deux vainqueurs non surprises, puisque c'était les grands favoris, Jim Wamsley chez les hommes et puis Katy Scheid chez les femmes. Cette année, on a eu chez les hommes 5 des 10 meilleurs temps de l'histoire, en comptant les temps de Jim qui est 4 fois dans le top 10, quoi. Donc c'est pour donner un ordre d'idée. Lui, Jim, il n'a pas battu son record, il a fait la deuxième performance, mais ces dauphins, Rob Favart qui a terminé deuxième et Hayden Hawks, qui ont livré une grosse bataille, qui ont fini à moins de 10 minutes d'écart, ont pris les 3 et 4 meilleures performances de l'histoire de la Western. Donc une édition très très rapide avec pourtant pas les conditions optimales. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était un peu plus frais en 2019, l'année du record de Jim. Voilà, et pareil chez les féminines, hein, grosse course aussi. Donc, Katy Scheid qui a amélioré de 57 minutes son record 2023. Elle est restée encore à distance respectable, même si elle se rapproche à moins d'une quinzaine de minutes maintenant du record de Courtenay en 2023. On rappelle que Courtenay l'année dernière avait fait sixième au scratch, hein, ce qui était absolument monstrueux. Cette année, si je dis pas de bêtises, Katy a fait seulement 18 ou 13, j'ai un doute. Donc, elle finit quand même assez loin, mais on explique, on a compris pourquoi, hein, parce qu'il y a eu plein de très bons chronos. Et chez les filles, c'est comme chez les hommes, on a eu cette année 6 des 10 meilleurs temps de l'histoire. Avec le record qui a longtemps tenu d'Ellie Greenwood, qui datait de 2012, qui aujourd'hui, en l'espace de deux éditions, a reculé au sixième rang.
Donc voilà, j'ai pas vraiment d'explication, mais vraiment un niveau qui décolle sur la western avec des coureurs voilà, américain qui maîtrise bien, puisque dans le classement, on a le premier non-américain et cinquième du ranking, c'est cette année Daniel Jones, le néo-zélandais. Sinon, c'est vraiment une course qui est quand même dominée par les Américains et des fois par des coureurs qu'on connaît pas forcément très bien en Europe. Alors, Jim, c'est pas le cas, mais les Hayden c'est aussi un peu venu. Mais par exemple, Rod Favart, je pense qu'il n'est pas encore très connu pour les Européens et c'est sûrement un des grands noms à suivre dans les années à venir. Et il a 28 ans, donc encore des belles années devant lui en ultra. Magnifique, ça donne une belle idée de ce qui s'est passé de la course de folie qu'il y a eu à la Western. Maintenant, on va passer sur le marathon du Mont Blanc. Donc, on était tous présents sur l'événement. Et bah, la course phare, forcément, c'est le marathon, hein, la manche des Golden Trail World Series. Le marathon, clairement, même si la start list faisait plus rêver, même si la liste des inscrits était un petit peu plus complète que la start list, bah, comme sur chacune de ces grandes courses où il faut s'inscrire très à l'avance, il y avait quand même eu un plateau incroyable et c'était le marathon le plus relevé de l'année, je pense. Il y aura peut-être bien sûr Sierzinal qui viendra concurrencer, mais je pense que c'était un ton au-dessus de Zegama. Donc on a vu bien sûr les cadors des Golden se faire la guerre devant. Chez les hommes, c'est Elouzine El Azaoui qui devance Rémi Bonnet, qui était le grand favori. Et ça s'est passé dans la dernière descente. Le Marocain a pu prendre l'avantage. Et la troisième place de Roberto De Lorenzi, qui vient faire sa 54e course de la saison. Non, j'ai pas compté, mais c'est incroyable ses qualités de récupération et comment il arrive à enchaîner. Donc après son titre aux Europes de Up and Down, là, il vient vraiment confirmer qu'il sait répondre présent aussi sur les gros événements avec cette troisième place. Chez les filles, ben, Judith Wider, la Suissesse, qui s'impose devant Monica Madalina Florea, la Roumaine, et puis c'est la Chinoise Miao Yao qui complète le podium féminin. Donc un des facteurs marquants de cette course, c'est ben, l'absence de Français aux avant-postes. On a quand même Fred Tranchant qui vient faire une septième place. Et donc, mais c'est quand même le seul Français à être dans les top 10 féminins ou masculins. Donc, je vous pose la question, les gars, pour vous. Moi, on m'a posé la question, en fait, c'est Mikel Corbera qui fait 9e, donc un Espagnol de chez Brooks, qui me dit pourquoi il n'y a pas plus de Français qui performent sur cette course alors que c'est une manche française? On pourrait s'attendre qu'il y ait plus de monde. Quel est votre avis là-dessus, les gars? Alex, tu as un commentaire? Ouais, je me rappelle plus l'historique des top 10 des précédentes éditions. On peut se rappeler que Thibaut Barognan a fait de très nombreuses fois top 10 et que lui a décidé de passer sur Ultra cette année, qu'il a fait 90 du Mont Blanc et qu'il prépare l'UTMB. Après, j'ai pas forcément de facteur explicatif, juste je pense que si on a les athlètes français qui ont beaucoup misé sur les championnats d'Europe cette année qui avait lieu un mois avant, l'enchaînement des deux était ultra compliqué. D'ailleurs, on l'a vu, il y a personne qui l'a tenté. Thomas Cardin, lui, a hésité un petit moment, mais a préféré aller sur le cross. Et je pense que si tu rajoutes Thomas sur le marathon, il peut faire top 10. Donc ça aurait fait deux Français dans les 10, reste honorable. Et chez les filles, si tu rajoutes Blandine et Clémentine, je pense qu'il n'y a pas photo qu'elles auraient fini dans les 10. Donc je pense que c'est juste une question de calendrier. Je pense pas que les Français boudent le marathon, loin de là. Parce qu'on voit, je pense qu'il faudrait regarder, mais je pense sur le top 50, ça reste une course française. Donc je pense qu'il y a une majorité de Français dans le top 50. Après, ça reste une course de très haut niveau et donc il y a les meilleurs mondiaux. Donc forcément, c'est plus difficile de briller en tant que Français quand il y a les meilleurs mondiaux. Je pense que c'est une bonne analyse, hein. Les Français, ils étaient aux avant-postes au championnat d'Europe, qui était une course de très très haut niveau, même si elle n'a pas été hyper médiatisée. Et comme tu as dit, on peut pas tout cumuler. Il y a eu pas mal de choix qui ont été faits là-dessus. Et celui qui a réussi à doubler, ben, c'était celui qui était au championnat d'Europe, mais de course en montagne, donc Fred Tranchant, qui est un peu moins exigeant qu'une course de 60 km. Nico, tu veux ajouter un truc? Ou... Ouais, moi je pense aussi que c'est un peu culturel, c'est-à-dire que les Golden, c'est format 2-4 heures globalement sur le circuit. Et je pense qu'on voit qu'il n'y a pas énormément de Français qui brillent sur les Golden, qui ont vraiment ce panel 2-4 heures. C'est vrai qu'en France, je pense que on a un peu plus la culture des formats un peu plus comme les Europes. On est sur 5 heures d'effort et plus du coup un 4-6 heures de course. Et c'est vrai que là, on a nos meilleurs athlètes qui avaient fait les Europes et qui pourraient, je pense, briller quand même sur un marathon du Mont Blanc. Je pense qu'il y a un autre coureur qui avait peut-être un top 10, je me rappelle plus exactement la place, mais il était quand même pas mal placé avant sa blessure, c'est Anthony Felber. Donc on aurait peut-être pu avoir
un deuxième Français aux portes du top 10. Mais globalement, c'est beaucoup une question de calendrier. Et je pense que quand tu es plutôt 4-6 heures, ben, tu cours un peu plus sur peut-être le circuit de l'UTMB que sur le circuit des Golden. Et je pense que c'est en partie l'une des explications. Mais c'est vrai que on voit surtout que c'est ce qu'a dit Alex, c'est qu'en fait, c'est pas tellement les Français qui ont été battus ou les Françaises, c'est plutôt l'absence des meilleurs Français, mais des meilleures Françaises. Et moi, perso, j'avoue que je le regrette un petit peu parce que je trouve que les championnats d'Europe sont un peu décriés parce que c'est surdominé par la France et c'est surdominé parce qu'ils sont très très forts sur les championnats d'Europe. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que les athlètes aussi devraient apporter un peu de la crédibilité à ces championnats en allant atomiser un petit peu ou en tout cas briller sur les manches qui sont un peu plus médiatiques, enfin sur les courses un peu plus médiatiques. Après, moi j'avais la discussion avec Thomas Cardin, il m'avait demandé mon avis, je lui ai dit si t'as pas full envie, va pas t'exposer après ton titre de champion d'Europe sur le marathon du Mont Blanc parce que si t'es pas super bien préparé, t'as vite fait d'être fond de top 10 et ça servirait pas non plus de championnat d'Europe parce que c'est pas le niveau du vainqueur du championnat d'Europe, quoi. Voilà, c'est pas évident, Je mais rebondis rapidement, il n'y a mais du pas coup, c'est d'autre vraiment une histoire de choix de calendrier parce qu'on constate que tout ce qui est les meilleurs coureurs espagnols, italiens, tous ceux qui jouent vraiment les Golden, contrairement aux Français, et du coup, ça se traduit dans les perfs aussi au marathon. Et juste pour parler d'Anthony Felbert et de Simon Pacard a fait 7 l'an dernier et Anthony a fait, je crois, 9 ou 11. C'est les deux Français qui auraient pu être accompagner Fredo dans le top 10 et malheureusement pour eux, ça s'est pas très bien passé. Mais je pense qu'ils avaient largement les cannes et le potentiel de finir dans les 10. Ok, merci. Je pense que ouais, ça, pas mal d'éléments de réflexion. Moi, j'ai un petit profil à vous présenter qui m'a tapé dans l'œil sur cet événement. Mais avant, est-ce que le kiné de l'équipe SIDAS Matrix Academy pourrait nous parler un petit peu des résultats de l'équipe et comment s'est passé le week-end avec son équipe? Eh ben, ouais, je peux donner quelques résultats sous contrôle quand même du team manager, au cas où je vais peut-être me faire taper sur les doigts si je me trompe. Mais ça s'est très bien passé. Je pense que chacun des athlètes a bien vécu l'événement. Voilà. Du coup, le week-end, il a commencé avec le KV, il me semble. Il y avait Pierre Paulet dessus, qui a fini quatrième, pardon, qui passe sous les 40 minutes. Et il y a Jules Mongelat, alors je ne me rappelle plus du chrono exactement, mais il finit, il est un peu, 42-24. ouais, c'est ça, il est un petit peu moins rapide que Pierre. On a eu aussi Léo Tuaz qui fait 18e sur le cross du Mont Blanc en 2h24, en sachant que Thomas Cardin, il a mis 2h04 et je crois qu'il termine troisième espoir derrière Maël Allaire et Romain Discher qui font 4 et et 5. il s'est fait Euh, féminiser. ah. Tout à fait. C'est mon actu là. Je vais en reparler après. Voilà. Alors, attends, du coup, après, il y a eu Thomas Butez qui est dans l'académie et qui a fait 21e sur le marathon du Mont Blanc. C'était son premier trail aussi long, il me semble, hein, Alex. Faut que je ne me trompe Ouais. pas. Il n'était pas sûr de prendre le Bah, départ. Il d'ailleurs, avait eu un. ouais, on peut raconter la petite anecdote avec Thomas Butez rapidement. C'est que en début de semaine, donc, il s'est fait une petite blessure au mollet. Il savait pas s'il allait courir. Donc c'était un peu le branle-bas de combat toute la semaine. Et puis la grosse plus-value qu'on a eu avec Théo sur l'événement. Bon, on t'entend pas, gars. On a Il n'y a pas perdu la la connexion en connexion en Corse. Corse là. Vas-y, raconte Théo du coup. Thomas, Réalisé il a eu un. une super performance en terminant 21e. En- Merde. Vas-y, arrête, Non, Alex. non, Ça, non, c'est moi qui raconte. ça a coupé, Alex. Vas-y, vas-y, bah, En raconte. gros, il a Ça a fait coupé. 21e grâce au massage de Théo. C'est bien, voilà. On a Ah, compris. c'est QFD. Allez hop. Et puis la Euh, Young Grace. Après, il y a eu la Young Race. Et là, du coup, il y avait trois athlètes de l'académie. Il y avait à nouveau Pierre et Jules, parce que le KV, c'était vendredi et la Young, c'était dimanche. Puis il y avait aussi Agnol Pugila, qui est l'espagnol de l'académie. Lui, il a fait sixième en 1h23. On a Jules Mongelat qui a fait troisième en 1h20 et donc premier de sa catégorie. Et puis, il y a Pierre Paulet qui gagne en 1h19-49. Et j'ai pas exactement les chronos en tête, mais apparemment, sur les segments Strava, ils étaient plus rapides que les premiers du marathon du Mont Blanc, notamment sur la descente entre la Flégère et Cham.
Bon, mais on voit que c'est une équipe Non. qui tourne. Beau Ouais. rendez-vous, les gars. Moi, j'ai une stat. Ils étaient sur la partie de montée. Ils sont montés en 41-30 par là, je crois, contre 44 à peu près pour Rémi Bonnet et, euh, et Louzine. Donc, très, très rapide. Et 43-30 à peu près pour Thomas Cardin sur le cross. Donc, c'est quand même très, très solide le niveau des jeunes là. Alors, bien, on rappelle, ils partent au pied de la bosse, hein. Donc, eux, ils sont tout de suite avec 0 minute de course dans la bosse. Mais ça reste malgré tout très, 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 très costaud. Du coup, j'ai une petite question pour Nico. Et pour toi, Mathieu, la meilleure académie, c'est Brooks ou c'est Silas Matrix? Je crois que c'est le team Nike. Bon, le petit profil qui s'est Nous, démarqué. nous, on n'est pas responsable du recrutement. Nous, on donne des conseils, mais des fois, on les suit pas. Et on s'est pas trop trompé jusqu'à présent, les conseils qu'on a donnés avec Mathieu Delpech. Mais bon, Allez, la petite anecdote sur le marathon du Mont Blanc, c'est le profil montant très très fort chez les féminines. Donc, comme l'a dit Nico, qui a croqué énormément de gars sur ce cross du Mont Blanc. Et j'ai bien failli passer à la casserole aussi si je m'étais un peu endormi sur la fin de course. Donc, c'est Anaëlle Bandou qui, donc, les connaisseurs avaient déjà remarqué son nom puisqu'elle avait gagné la Up and Down Open à Annecy. Et elle avait fait, en fait, c'était sur le même parcours que le Up and Down des championnats d'Europe. Et donc, elle avait gagné la course Open dans un temps qui l'aurait classé 13e au championnat d'Europe. Donc, pour son premier trail, ça dit le niveau de la féminine et devant toutes les membres de l'équipe de France de course en montagne. Donc voilà, déjà on avait pu s'apercevoir qu'il y avait un très très gros talent et elle a confirmé ça samedi dernier enfin samedi il y a 10 jours sur le cross puisque elle vient faire première féminine et elle relègue ben, Julie Lelong qui était championne de France de trail court à 8 minutes sur une course où elle a elle-même mis 2h22. Donc Anaëlle Bandou c'est 20 ans. C'est pas beaucoup de kilos puisqu'elle est très très fine, donc ce qui explique qu'elle est très forte sur une course comme ça qui se termine en montée. Et en fait, elle nous vient du biathlon. Elle a fait là ses armes, les premiers résultats internationaux l'an dernier, donc en IBU Cup, qui est un peu la Coupe du Monde de deuxième. C'est un peu la Coupe d'Europe, donc le niveau juste en dessous de l'équipe de France A. Et donc, elle s'est déjà fait repérer par Vincent Huguette de chez Salomon, qui nous l'a équipé pour ce cross du Mont Blanc. Et on va voir si elle arrive à passer un cap en biathlon pour aller sur le premier niveau international. Mais je pense que sinon, Salomon va peut-être essayer de la convaincre de se consacrer au trail, puisque là, il y a vraiment un gros, gros potentiel qui s'est montré il y a quelques jours. Donc, à suivre, à suivre. On va voir si c'est très, très grand espoir du sport français ou si c'est une petite pépite qui va pas durer. Donc, on lui souhaite qu'elle fasse une belle carrière, que ce soit dans le biathlon ou dans le trail. Mais on va garder un œil, en tout cas, sur Anaëlle Bandou. Et enfin, pour la dernière petite anecdote, elle suit la chaîne YouTube. Donc, ça fait plaisir. Quand elle a franchi la ligne, elle m'a dit que elle aimait bien mes vidéos. Donc, ça fait plaisir. et moi j'ai une question à ce sujet. Est-ce que vous pensez que Émilien Jacquelin va se faire charrier tout l'été puisqu'il s'est fait taper par une membre de l'équipe de France féminine de biathlon? Ouais, Si mais on je pense rappelle, Émilien que Jacquelin était aussi sur le cross. Vous en pensez Émilie, quoi? moi, je pense que il va en entendre parler jusqu'à la fin de sa carrière et ils vont lui rappeler, hein. Mais je pense il fait plus que 2 fois son poids. Donc, si on rapporte au poids, c'est pas si mal. Mais Non, non, il a fait, franchement, c'est une belle perf ouais, pour un ouais, c'est non-coureur clair, c'est clair. spécialiste, c'est solide. Donc, tu es en train de dire que Mathieu, le poids, c'est le seul facteur explicatif de la rapidité en boss, c'est ça? Là, c'est un des facteurs explicatifs, c'est pas le seul, mais c'est sûr que ça aide à monter plus vite. Mais bien sûr, si on a un poids trop léger, mais qu'on n'est pas en bonne santé, le corps, il va pas fonctionner longtemps. Donc, c'est sûr que c'est pas durable à terme. Et moi, j'ai eu des chiffres où, en prenant quelques kilos, j'arrivais à faire un meilleur rapport poids-puissance sur, sur certains trucs et au final, d'aller plus vite en étant un petit peu plus lourd. Donc, faut trouver le bon équilibre. Mais c'est sûr que à santé égale et à VO2 égale, et ben, plus on est léger, plus on va monter vite. Et puis aussi, C'est de bien la sûr, physique. voilà, voilà. Donc, je pense que là, sur le marathon du Mont Blanc, on a fait le tour. J'avais aussi noté un nouveau Kenyan qui arrive sur la scène internationale du team Millimani Runners, qui était le seul inconnu du top 10, là, donc Ezekiel Ruto, qui a fait quatrième de la course, ou cinquième, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, un top 5. Donc, voilà, Cinquième. un an, cinquième, donc un an à garder en mémoire et il a déjà répéter sa performance puisqu'il a gagné aussi à Verbier la course de 50 km. Donc,
Ah, Voilà. est-ce que pendant que ça a coupé, vous avez aussi, il y a une petite la perf aussi, les chronos qui sont un tout petit peu relativisés sur le marathon parce que le parcours a été changé dans la montée de l'Aiguillette des Posettes et a priori il y avait 800 mètres de distance en moins, ce qui faisait gagner un petit peu de temps. Donc le chrono de 3,30 des Lousines est à relativiser par rapport à l'an dernier où Rémi a fait 3,35. Et du coup, la densité aussi du top 20, parce qu'on parlait de Thomas Butès tout à l'heure qui fait 21e en 3,55. Donc ça fait 21, plus de 20 personnes en moins de 4 heures. Mais il faut rappeler que le parcours était quelques minutes plus court par rapport à l'an dernier. Merci Alex pour ces détails très intéressants. Ce week-end, il y avait aussi trois courses by UTMB, donc calendrier très très chargé. Sur l'une d'entre elles, on avait notre reporter envoyé spécial Alex Viol qui va nous parler un petit peu de ce qu'il a vécu là-bas. Et avant ça, on va passer rapidement sur les deux autres manches. Donc il y avait le Val d'Aran, qui était bah, une manche major, donc qui est censée avoir plus de niveau que les autres manches. Donc c'est vrai qu'il y avait une belle densité, mais c'est que ça reste quand même surtout. Vas-y Alex. Non, et qui aussi, alors si je me trompe pas, je crois que c'est aussi les majors, c'est les seules manches bas UTMB où il y a une prime, où il y a des primes qui sont obligatoirement mises en place par le circuit UTMB. Et je crois que c'est la moitié des primes qu'il y a sur la finale. C'est un petit peu moins, c'est 5 000, je crois. Je crois que c'est cinq Ouais, mille c'est sur cinq toutes les mille. Mais courses c'était la moitié avant, pour ouais. la gagne. Moi, c'est la moitié avant, mais maintenant, vu que l'UTMB a un petit peu augmenté, c'est un petit peu moins. Donc, Donc j'ai pas, on a, ça explique aussi la densité plus grande et plus importante sur le Val d'Aran, je pense. mais ouais, c'est vrai qu'il y avait quand même, bah, les Espagnols ont vraiment répondu énormément présent puisque c'est chez eux. Et par contre, ouais, au niveau européen, il n'y avait pas forcément énorme de densité il y avait d'autres courses, notamment bah, dans les Alpes. Et donc, sur ce Val d'Aran, on va pas rentrer dans les détails de toutes les performances, mais il y en a une qui est quand même marquante, c'est la performance de Luc Grenfell-Shaw, qui est coureur Brooks. Et en fait, c'est un personnage qui est très atypique, parce que il y a quelques années, je crois que c'était pendant le Covid, il a été diagnostiqué d'un cancer de niveau 4, donc avec des métastases. Donc, c'est vraiment le stade terminal du cancer. Il a réussi à survivre de ça en passant notamment par le sport. Et l'année après sa rémission, il a décidé de partir en vélo de Bristol, en Angleterre, jusqu'à Pékin, en tandem, et de faire chaque étape avec des gens qu'il rencontrait sur sa route. Et donc voilà, c'est vraiment une histoire incroyable. Nous, avec Nico, on a passé un petit peu de temps avec lui, et quand il raconte ses histoires, c'est vraiment un très très bon storyteller. Il est en train de faire un film pour essayer de passer dans les festivals et aussi d'écrire un livre. Donc, si vous avez l'occasion, je vous conseille un petit peu d'aller suivre ce gars qui est vraiment qui a un parcours atypique, qui est super gentil, qui est vraiment trop cool avec qui passer du temps. Et c'est aussi l'irrégularité en personne, puisqu'il est capable de faire des courses incroyables, comme l'an dernier où il fait septième à la CCC, et aussi de faire des courses beaucoup plus compliquées, comme les Templiers où il était passé au travers, ou la 32e place au championnat d'Europe, donc autant dire une perf anecdotique. Et là, sur ce syndicat de Val d'Aran, il est parti dès le début très fort avec un rythme incroyable. Après 30 km, déjà presque 10 minutes d'avance sur le reste de la course, avec des coureurs d'un niveau qui sont pas à négliger, notamment André Simon qui fait deuxième et qui au final termine à 25 minutes, donc sur 12 heures de course. Donc très très grosse perf de Luc Grenfell-Shaw, coureur à suivre. Je Voilà sais pour cette pas si course. Nico a calculé la cotation que ça allait faire, mais enfin, moi, la perf, elle est quand même stratosphérique. Mettre 25 minutes à André Simon chez lui sur un parcours, je crois qu'il avait déjà fait en plus, c'est hallucinant. Ouais, ouais. Ouais, non, j'ai pas regardé, mais ouais, Pour l'instant, c'est c'est pas très très sorti, mais costaud. oui, c'est à voir comment ça va être coté. André Simon, il a eu quelques soucis pendant la course, il s'est ouvert la tête avec beaucoup de sang. Il a dû s'arrêter, perdre pas mal de place pour se faire soigner. Mais bon, voilà, je pense que là, Luc était quand même un ton au-dessus aujourd'hui. Ensuite, Val d'Aran, pareil, pas une densité énorme, mais quand même quelques très bons coureurs devant. Une édition marquée par les intempéries où les courses très longues ont été Le Verbier, Verbier, voilà, merci. ça relie Je Val parlais, d'Aran. ouais, je parlais de Verbier, donc, où les courses très longues ont été réduites à un 60 km. Donc, il y avait quand même des coureurs de très bon niveau devant, hein, puisque on a Baptiste Chassagne qui fait deuxième. On a la troisième place de Martin Antamaten, on voit plus trop maintenant, mais il a quand même un palmarès qui est incroyable, le Suisse. Et c'est un petit jeune Français qui s'est imposé devant, donc Elliott Rétuli. Et on avait Louis Travaillot sur l'événement qui nous a dit que
que tout s'est passé dans les 6 derniers kilomètres où là, ils étaient encore tous les trois ensemble et Elliott, en 6 kilomètres, a réussi à faire un trou de 6 minutes sur le duo de poursuivants. Donc, le jeune athlète de chez Salomon là, qui fait sa première course de presque premier plan international avec une très belle performance. Et voilà pour cet événement, la perf à noter. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la Corse où Alex a pu suivre tout ça. Ouais, la Corse, comme je le disais, un événement, vraiment un très bel événement, qui est Bahut Tembe depuis 3 ans maintenant. Il y avait d'ailleurs Isabelle Poletti, qui était présente sur la course. Merci pour Euh, cette information cruciale. voilà, j'ai vu Isabelle, j'étais très content. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais en fait, la Corse, c'est un Bahut Tembe, mais qui a un statut particulier au sein du circuit. En fait, l'UTMB a très peu la main mise sur l'événement. Donc, en fait, c'est un événement qui reste encore très libre sur la mise en place de beaucoup de choses. Donc, on va dire que si vous allez encore sur le Bahut UTMB, vous n'aurez pas les mêmes standards que si vous allez potentiellement au Verbier ou au Val d'Aran. Mais en tout cas, c'est un très bel événement. Et oui, sur le 33 km, il y avait Rémi Bonnet, donc qui enchaînait une semaine après son marathon du Mont Blanc et qui nous a dit qu'il était beaucoup plus en forme que la semaine dernière. Ça s'est notamment traduit sur le chrono, qui est juste incroyable. Donc, il met 3h06 pour faire 32 km et 2200 mètres de dénivelé sur un parcours. Alors, on va pas dire très technique, parce que c'est un parcours qui restait assez bas en altitude, mais qui restait quand même assez chantier. Donc, il sort une perf stratosphérique, puisque Thibaut Barognan avait le record l'an dernier en 3h11. Il avait coté 911 sur UTMB. Donc là, c'est dans les standards Rémi, sur une perf entre 930 et 940 sûrement. Donc, il disait que ce qui lui manquait, c'était l'enchaînement des courses, et que le marathon du Mont Blanc, ça l'avait mis vachement en jambes, et que, il avait réussi à faire une très grosse perf sur cette Restonica. À la base, il devait faire la bosse. J'avais eu son coach Simon Gosselin un peu avant pour lui demander comment il allait courir. Et il m'avait dit qu'il allait faire la bosse très fort pour aller choper le segment et qu'ensuite il allait temporiser. En fait, il n'a pas du tout temporisé. En rappelant que la première bosse, on avait 1004 de D+. Donc, c'était une bosse qui durait quasiment 1 heure. Donc, il a Il a eu le atomisé tout le segment monde. ou pas? Hein? Il a eu le segment ou pas? Ouais, ouais, il a eu le segment. Ouais. Il a eu le Ouais, parce que segment. j'ai trouvé un segment moi sur Strava où c'est Bart, notre Ouais. ami polonais, qui avait fait un test quand ils étaient je pense en training camp avec Salomon et Ouais. donc mais bon c'est quand même impressionnant. C'était à quelques secondes sur une course de 3 heures, c'est quand même hyper solide quoi. Ouais, ouais, bah c'est la montée de l'Arche, ce qu'ils appellent. Ouais, Donc, c'est c'est une montée ça. qui fait ouais, un peu moins de 6 bornes et 1200 mètres de dénivelé quasiment. Et il est monté ultra rapidement. Enfin, c'est impressionnant. Il avait déjà ouais, plus de 5 minutes d'avance Quar- sur. 40 40,06 je crois pour Rémi et un 39,54 pour Bart. Et j'ai vu que Thibaut l'avait aussi fait à fond la fois où ils étaient en training camp et il avait fait 41 et quelques. Donc très solide pour Rémi. Mais moi j'étais aussi impressionné par la perf de Bart. Je pensais pas qu'il grimpait comme ça quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, Johan Bojar fait deuxième. Lui qui avait fait le cross la semaine dernière, qui avait fait troisième, qui a fait une course, alors on va dire pas à son niveau, puisqu'il y a moyen d'aller chercher un chrono un peu meilleur, mais qui a, on va dire, géré sa deuxième place. Et puis il y a Sébastien Poésy, que vous connaissez bien du Team Brooks, qui fait troisième. Voilà. Et puis après, pour passer un peu rapidement, les très grosses pertes, bah, Blandine qui fait quatrième au scratch sur ce même trail, qui fait un très bon chrono de 3h40, qui bat le record qui était détenu par Luis Penoa de quasiment 20, de presque un peu moins de 20 minutes. Et voilà, très grosse perte de Blandine qui est en très grande forme, qui sortait d'un bloc d'une semaine à plus de 200 bornes à pied et 13 000 de dénive. Parce qu'elle a fait le tour du Mont Blanc avec. Alors, ça a relativisé parce qu'elle a fait un tour du Mont Blanc, donc c'était plutôt de la rando-course, mais elle sortait d'un bloc assez impressionnant. Et pour avoir couru un peu la semaine avant avec elle, c'est quand même hallucinant le niveau qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle nous Euh, prépare? Ben, elle prépare la gagne à l'UTMB. On va, Exactement. on va lui souhaiter. Magnifique. Et puis là, on va dire l'immense performance à notifier. J'espère que tout le monde l'a vu passer. C'est quand même la victoire de Louison Coiffé du Team Merrell sur le 110 km sur l'UTC. 110 km, 7200 mètres de dénivelé, qui gagne en 14h45. Donc, c'est pour dire que c'est chantier, parce que 14h45 sur 110 bornes, c'est pas tout le temps.
que ça met autant de temps à se courir. Et ce qu'il y a à noter, c'est qu'il met une demi-heure au chrono de Lambert Saint-Élie de l'an dernier. Et en comparant un petit peu les parcours, c'était pas exactement les mêmes. Il faudrait rajouter 10 minutes en plus sur le parcours de cette année. Donc ça voudrait dire que Louison aurait battu le record de 40 minutes par rapport au parcours de l'an dernier si les parcours avaient été équivalents. Et j'ai un petit invité à côté de moi qui connaît très bien Louison, qui a fait deuxième de la Restonique sur le 33 km, Monsieur Johan Bojar, qui Bonjour, vient passer une messieurs. petite tête. Salut Johan. Petite, Salut. petite question à Johan, alors deux questions plutôt. Qu'est-ce que tu penses du record de Louison et qu'est-ce que ça fait de se faire atomiser par Rémi Bonnet? Bah, le record de Louison, je peux dire, non, c'est incroyable. Je pense qu'il est vraiment sur son terrain de prédilection. Il a préparé cette course au cœur des écrins où il habite. Et ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. Quand on sait un peu ce qu'il a vécu dernièrement, je ne vais pas le mentionner, mais je pense que ça parlera à beaucoup de monde. C'est vraiment chouette de le voir au top de sa forme, en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux. Du coup, trop cool. Et après, me faire atomiser par Rémi, bon, c'est... Tu t'y attends un peu? Non, ouais, bah Rémi, de toute façon, maintenant, il a passé un cap quand même depuis bien 2 ans. Du coup, j'en faisais pas du tout un adversaire direct. Et j'ai plus essayé de gérer ma course à moi et faire une belle course par rapport à moi-même plutôt qu'à Rémi. Donc, je n'en rougis pas. Et juste pour préciser sur la prépa de Louison aussi, il a sa plus grosse semaine de préparation la Restonica. Il a fait une semaine à 180 km et 16 000 de dénive. Donc, ce qui lui faisait entre 30 et 35 heures de volume horaire. Donc, voilà, c'est pour préciser que pour sortir un gros chrono sur la Restonica, il faut aussi beaucoup s'entraîner. Revenons à notre invité, là. Le mec, il respecte pas ses invités, il parle des autres athlètes. Bon, revenons à Johan, là. Retour, il semble que tu es dans une bonne période, là, que tu arrives un peu à enchaîner les performances et que tu retrouves ton niveau avec cette troisième place au Cross du Mont Blanc. Après, déjà, on a vu de très bonnes courses aux France de montagne. Tu étais un peu en peine, là, depuis, je pense, depuis ton podium au Mathésin. Tu n'avais pas fait de perf sur le devant de la scène. Comment t'expliques ce retour et comment tu vas maintenant, là? Ouais, bah, pour être plus exact, je pense que j'ai bien sombré après le marathon du Mont Blanc en 2022, où j'avais fait 11, où c'était quand même honnête. Et c'était un peu après les Mathésins. Ce qui s'est passé, c'est un mixte de blessures, de fonctionnement qui ne me convenait pas chez mon équipementier précédent, de relations autour de moi qui ne me convenaient pas non plus. Et du coup, il y a eu un cercle vicieux qui s'est installé et duquel j'ai eu du mal à sortir. Et là, je me suis bien réentouré avec ma nouvelle équipe Wise, avec Lilian, du coup, Guglielmo, chez qui on est, qui a pris en main, enfin, avec qui je collabore plutôt sur l'entraînement parce que c'est pas une prise en main totale, c'est vraiment une collaboration. Et puis voilà, que dire, non, j'arrive aussi simplement à remettre de la consistance. C'est beaucoup ce qui m'a manqué en fait, enfin, d'avoir enchaîné des blessures. L'an dernier, j'étais beaucoup malade. Bah, en fait, du coup, j'arrivais pas à mettre de consistance à l'entraînement. Là, je me blesse pas. Je suis pas malade depuis. J'ai pas été malade depuis janvier. Du coup, en fait, tout ça mis bout à bout fait que bah, le niveau s'élève petit à petit. Et puis là, ça va bien. Est-ce qu'on va te voir au championnat du monde d'Auvergne dans quelques jours? Je suis inscrit. Je suis sur l'affiche, paraît-il. Après, là, j'ai pas eu mes meilleures sensations Restonica. J'ai un petit contre-coup là de pas mal de choses post-cross du Mont Blanc. Pas forcément que de la course parce qu'il y a assez peu de descente au cross, donc au niveau mécanique ça va. Mais j'ai un peu brassé, j'ai déménagé la semaine d'avant, du coup là j'ai un petit contre-coup. Je vais pas, enfin je sais que la saison est longue et j'ai pas envie de trop en mettre maintenant. Du coup, si tout va bien dans 10 jours, j'irai dans le Cantal. Si je le sens pas, je ferai l'impasse. C'est quoi tes gros objectifs sur lesquels tu veux arriver en forme? Grande question du moment. Euh,
Ce qui me tient le plus à cœur là pour la fin de saison serait de retourner à la Skyrun pour la dernière et essayer d'être vraiment performant sur un format 2 heures. C'est des formats que je connais, qui me correspondent bien et sur lesquels je pense être le plus à même de performer. Et après, autour de ça, je vais un peu, comment dire, je vais composer avec quelques courses de prépa. Je vais passer le mois d'août dans les écrins avec Louison où on va faire pas mal de montagnes. Du coup, voilà, ce sera un mix de courses de prépa, de courses plaisir, en espérant être bien prêt à la rune et après, bonus, on verra. Ok, trop cool. On va suivre Mieux ça T'as que... alors. gagné, t'as gagné une On place, espère. Mathieu, t'as potentiellement gagné une place pour la semaine prochaine. On va voir, on va voir. On espère moins de 1,53 pour Johan à la Skyrun, ce serait bon signe. T'avais fait juste un peu plus de 1,53, hein, c'est ça quand t'avais fait deuxième? Ouais, j'ai pas le chrono exact, mais je crois que le record, c'est une 52-15. J'étais à 1 minute pile, donc ça doit être à peu près Ouais. ça. Mais je pense que là, vu c'est la dernière, je pense qu'il y a un joli plateau. Je me dis que c'est quand même une bonne année pour faire tomber le record. Du coup, ça peut, s'il y a du fight sur l'avant de la course, c'est peut-être l'année S'il y a une bonne météo, surtout. Ouais, aussi. c'est ça aussi. Moi, je vais essayer de venir pour faire première féminine. Tu feras caméra runner sinon, Nico, t'inquiète. Ouais, mais là, sur des courses comme ça, je crois que je fais pas caméra runner en ce moment. Parce que j'ai une petite anecdote, on parle du cross du Mont Blanc, du coup, on a parlé des images que j'ai fait pour Mathieu, donc du coup, j'ai un peu filmé toute la tête de course, dont Johan un petit peu, et juste derrière lui, il y avait Maël à l'air, et Maël me dit, ouais, je suis collé en bas, j'avance pas. Et donc, du coup, je me mets à le filmer, j'ai tenu 1 minute 30, j'ai dit, ah ouais, bah, le mec, il est pas tant collé que ça, quoi. Donc, je me suis dit, là, il y a encore un peu de job avant de rejouer à l'avant de courses de ce format-là, quoi. Bah, je pense que d'ailleurs, je rejouerai plus jamais à l'avant de ce format de course, mais c'est sympa de pouvoir recourir déjà. Mais tu nous as dit que tu refaisais des top 3 là. Ouais, mais c'est chez moi, j'ai pas. Non, mais je suis pas mal, je suis pas mal. J'arrive à monter à 1700, 1800 mètres heure sur des 5 minutes, donc ça commence à être C'est de la déjà pas course à mal. pied, quoi. Bon, est-ce Magnifique. qu'on passe au coup de cœur, au coup de gueule ou pas? C'est le moment. Vas-y, t'as un coup de gueule? Bah, petit coup de gueule, ouais, tout à fait. On va rester dans Vas-y. le thème de la Restonica puisqu'on y était avec Johan. Et alors, c'était assez étonnant, mais en fait, on a eu toute une portion sur le 33 km qui était totalement débalisée. Donc, on avait une grosse montée, une grosse descente, et on avait une deuxième montée qui faisait 400 de dénive. Et sur cette portion-là, c'était dans un bois, donc une montée de 400 dans un bois. Et entre le début du bois et la fin du bois, il y avait plus de balisage, zéro balisage. Et donc, on s'est tous demandé si c'était là. Moi, j'ai plusieurs fois hésité à faire demi-tour, ce que j'aurais fait en temps normal. Mais là, me disant que les Corses avaient peut-être juste oublié de baliser, je me suis dit, bon, bah, c'est sûrement par là. Et par chance, c'était par là. Mais en fait, ouais, toute une portion qui avait été en fait débalisée par on ne sait qui. Mais voilà, malheureusement, le débalisage, ça existe partout. Donc, petit coup de gueule par rapport à ça. C'est dommage de mettre en péril des organisations qui se démènent des mois entiers avant un événement pour organiser tout ça au bien et tout ça au mieux et un simple débalisage qui peut foutre complètement la merde dans l'événement. Donc, voilà, petit coup de gueule par rapport à ça. Voilà, merci de ton témoignage. Tu avais mis la trace dans la montre? Et non, j'avais pas mis la trace. Ouais. T'es un amateur. Ouais, mais je connais un certain Mathieu Delpech qui, une fois sur une course, sur la SKRSD Mathésin, avait mis la trace. Et puis cet abruti, il avait suivi, au lieu de suivre les balises, il avait suivi sa trace qu'il avait sur la montre. Et du coup, il s'était perdu. Donc, Ouais. Au On en même parlera une endroit autre fois. Au même endroit que Exact. Fred Tranchant cette année, d'ailleurs, pour Eh, eh, l'anecdote. Exact. Théo Robin, est-ce que tu as eu un petit coup de cœur cette semaine? Coup de cœur pour l'orga de la course que j'ai fait ce week-end. C'était top. Ils ont pris que les bonnes décisions par rapport à la météo. En ce moment, on sait bien que c'est compliqué par rapport à la météo, les orgas. Tout le monde gueule. Tous les coureurs, ils gueulent sur les orgas. Et bah, c'est pour apporter un peu de soutien aux organisateurs qui prennent souvent des décisions difficiles en ce moment. Et puis voilà, ils ont fait décaler le départ de 2 heures, qui était une très bonne décision. Et du coup, plutôt un coup de gueule contre ceux qui gueulent contre les orgas. C'est un petit peu compliqué comme phrase, mais voilà, faut savoir reprendre un peu de recul. On a vu ce qui s'est passé il y a 3, 4 semaines à Samoins, donc je pense qu'il faut prendre un peu de recul là-dessus. Et quand les conditions sont pas bonnes, faut savoir refuser d'aller en montagne. C'est beau. Merci. Heureusement qu'il y a encore
les petites orgas. Nico, t'as un truc à dire? Eh ben moi, je vais finir sur un petit coup de cœur sur la même course avec la victoire de Aymeric Damour sur ce TGV avec qui on a eu la chance de partager quelques stages, qui est un gars qui est super sympa, qui adore le sport, mais qui aime avant tout vraiment la pratique. Il fait de la montagne, il fait du ski, du vélo et qui a fait une belle performance sur ce TGV. Et qui a décidé, en cramant tous ses running stones, il en avait accumulé quelques-uns, il sera au départ de la CCC 2024 pour une première découverte du format de 100 km. Donc j'espère qu'il va se faire plaisir et qu'il ne sera pas trop loin du chrono de son pote Thibaut Garivier. Et enfin, deux petites actus qui sont peut-être passées au travers, mais qui m'ont pas échappé. C'est le roi Joe Gray qui n'est toujours pas mort, qui vient de décrocher son 25e titre national, donc dans un pays qui n'est pas des moindres, qui est les États-Unis. Donc une légende de la course en montagne qui a déjà été notamment, si je me trompe pas, champion du monde, qui vient là de s'imposer le week-end dernier, donc sur les championnats des États-Unis de course verticale. Donc, on va voir s'il continue aussi au niveau international de performer. C'est un athlète qui est assez polyvalent, qui fait aussi de la raquette sur neige, donc le grand concurrent de notre Frenchie Stéphane Ricard dans la discipline, qui a fait aussi du 50 km route, qui a déjà été champion des États-Unis de, de 50, de trail jusqu'à 50 km aussi, donc un coureur très polyvalent. Et la dernière petite anecdote, c'est le petit clash des Espagnols sur le skyrunning. Donc là, on n'en a pas parlé, mais la saison skyrunning, elle bat son plein. Ce week-end, il y avait notamment une manche au Pérou, si je ne me trompe pas, mais aussi il y avait la Kaiserkron Sky Race la semaine dernière en Autriche. Donc c'est vraiment une des manches les plus engagées de la saison. Donc avec un parcours qui est très technique, donc comme d'habitude en skyrunning, mais surtout qui cette fois était très très exposé. Moi, j'ai un copain Innsbruck qui l'a fait, qui m'a dit que c'était vraiment un niveau d'exposition qui était presque dangereux avec des passages via ferrata où il n'y avait pas de matériel obligatoire, pas de longe. Et donc, nous avons eu Alain Santamaria qui, lui, est habitué des terrains techniques, mais pas de la montagne exposée. Parce qu'au Pays Basque, il y a des cailloux partout, mais il n'y a pas forcément des arêtes et de la haute altitude. Et là, il s'est vraiment fait surprendre. Il s'est même senti mal sur les parties les plus techniques du parcours avec une 10e place. Et il a dit sur les réseaux que c'était pas un terrain sur lequel il fallait organiser des compétitions, mais c'était un terrain un petit peu d'aventure. Et bien sûr, son ami Manuel Merias, l'Espagnol, lui a rétorqué qu'il suffisait d'être entraîné sur ces terrains-là et qu'il n'y avait aucun souci à faire de la compétition et qu'il avait qu'à être meilleur et que c'était de sa faute s'il n'était pas prêt pour venir faire du skyrunning. Donc, la petite anecdote qui m'a fait sourire en suivant ça sur les réseaux sociaux. Donc, mais voilà, Ça je pense relance que un peu, ça relance un peu le débat qu'on avait rapidement lancé la dernière fois sur le haut gifre. Est-ce qu'on on avait dit que est-ce que ça c'était vraiment pertinent d'envoyer dans une discipline qui se démocratise de plus en plus, d'envoyer des gens sans condition de niveau sur des parcours aussi engagés, aussi techniques. Ça relance peut-être un peu le débat. Ouais, moi, ce que j'ai un peu du mal quand c'est trop technique et quand il y a un trop grand degré d'engagement, c'est que je trouve qu'il y a une notion où la performance, elle est un peu impactée par celui qui a pas peur de mourir, quoi. Et ça, je trouve ça toujours un peu compliqué d'organiser des cours. Je rejoins assez à la Santa Maria là-dessus parce que, ouais, enfin, il y a des fois, tu te dis, ouais, enfin, celui qui va le plus vite, c'est celui qui a pas peur de faire une erreur et si tu fais une erreur, t'es mort, quoi. Donc, c'est vrai que quand je pense qu'il faut respecter la montagne, il y a ce degré d'engagement quand il est vraiment marqué au point que si tu fais une erreur, c'est terminé. Est-ce qu'il faut aller organiser des compétitions? Ouais, ça se discute quand même, je trouve. le débat est encore ouvert. On va pas le Mais bon, il y résoudre. a des mecs qui On va montent pas le El résoudre Capitan en aujourd'hui. solo intégral. Donc forcément, si tu demandes c'est quoi le degré d'engagement pour Alex Honnold par rapport au commun des mortels, forcément, c'est pas le même, quoi. Allez, encore, vous voulez une petite anecdote? Eh bien, Alex Honnold qui a couru le 50 km du Lavaredo, donc un athlète hyper polyvalent, un des tout meilleurs grimpeurs du monde. J'ai pas son résultat en tête, mais je savais qu'il était de la partie. Donc voilà pour la petite anecdote. Je pense qu'on Et peut finir. Mathieu, Vas-y. on a oublié une actu. C'est quoi le vrai coup de cœur global pour beaucoup de gens? C'est quoi? Tu peux nous le dire? Eh ben, Ah ping-pong oui, moi je Nicole. l'ai. Ah oui, C'est mais bien ouais, sûr, c'est c'est pas c'est 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 pas c'est grâce à grâce vous hein, dans le c'est Cantal, hein. c'est c'est grâce au podcast de la semaine dernière et des Ouais. conseils d'Alexandre Viol. Donc Merci aux voilà. Français. Merci aux Français qui sont allés voter. Donc
Voilà, on va pas en dire plus parce que c'est un sujet qui fait directement débat. Mais en tout cas, Alex Viol est satisfait. Ben, j'ai fait un post polémique. Je me suis dit, ça va faire du clic et tout. Une seule personne qui a mis un commentaire désobligeant sur ma publication. J'étais déçu. Mais j'étais pas assez clivant. Non, mais d'ailleurs, les gars, Mathieu Delpech et Alex Viol, chez vous, ça vote pas NFP, hein. Je sais pas Chez Non, si nous, vous malheureusement, c'est avez. non. depuis toujours, c'est à droite, hein. Mais Ouais, oui, c'est les agriculteurs, ça vote les républicains. Voilà, on va s'arrêter là. c'est ça. Attendez, je suis en train de vous trouver les résultats d'Alex Honnold. On va voir si c'est un Et bon non coureur. partant. Non Non partant. Oh là partant. là. Ah ouais, Bah, c'est d'accord, ce il a que. pas la bonne info, le gars. Non. Mais la veille de la course, il avait mis qu'il courait, donc je n'ai pas vérifié, mais voilà. Il a Ouais, moi, abandonné. je pense il serait pas sponsorisé par le sponsor titre de la course. C'est peut-être pour ça qu'il était là-bas, non? Non. Non? Maintenant, il est peut-être chez la Sportiva, je sais pas. Bon, on raconte n'importe quoi. Il était en concurse podcast, on n'en sait rien là. Ça dérive là. Ouais, ça dérive. Merci Johan d'être venu faire un petit coucou dans le podcast. Puis Avec plaisir. bonne Si préparation j'avais bon, pour il est tes grands ambassadeur, objectifs. la Sportiva. Ouais, voilà. Bon, allez, à la prochaine les amis. Et puis si ça vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à nous le dire ou à nous faire vos retours, à poser vos questions pour les prochains épisodes. Et puis allez, Donnez ciao des ciao. sous! Donnez des sous! Donnez des sous pour qu'Alex Viol nous fasse des petites enquêtes. Allez, à la Ouais, et prochaine. puis pour que Mathieu Delpech puisse acheter un t-shirt, c'est la crise. Et oui, bien sûr, mais ça, il n'y a que ceux qui donnent des sous qui peuvent voir ces images, qui ont la chance de voir ça. Allez les gars, merci de votre temps. Ciao, ciao. Ouais, Ciao! ciao, salut.